Bienvenue mesdames et messieurs dans 26 minutes en Afrique et dans le monde, au Mali, au Sénégal et plus récemment au Tchad. Les Africains s'en prennent de plus en plus au symbole de la présence française en Afrique. Pourquoi cette hostilité 60 ans après les indépendances? Nous en discutons sur ce plateau. Les échanges vont se faire avec à ma gauche Rodolphe Ataï. Bonjour à vous. Bonjour madame. Et à ma droite, Martial Akwete, bonjour. Bonjour. Alors, Martial, je reste avec vous. Déjà, il faut commencer à préciser c'est quoi le sentiment anti-français dans le contexte actuel. Bien, il faut dire qu'il n'y a vraiment pas de sentiment anti-français. C'est plutôt une manifestation contre la politique française menée en Afrique depuis plusieurs années déjà. Une politique qui n'a pas changé bien que les situations ont avancé. On a l'impression que la politique française est restée la même, comme cela datait de l'époque coloniale, et il n'y a pas eu cette mutation que doit connaître la politique normalement, et donc c'est contre cette politique, c'est contre cette manière de collaborer avec les États africains, de collaborer avec les Africains, que s'insurgent ceux-ci désormais, parce qu'ils se rendent de plus en plus compte chaque jour que rien ne leur arrange vraiment dans la coopération, et donc désormais il faudra que quelque chose change. Les Africains l'ont manifesté de plusieurs manières. Les chefs d'État à des époques données ont évoqué la préoccupation, la problématique, mais on s'est rendu compte que le logiciel n'a pas changé, et donc pour que ce logiciel change, il a fallu que les Africains commencent par poser des actes assez importants et significatifs, dont le retrait des forces armées françaises qui est exigé de plus en plus, et le rejet de la politique française par les populations surtout. Et à partir de ce moment, les dirigeants sont obligés d'emboîter le pas, même si cela remet quelque peu à mal les intérêts de certaines personnes personnellement. Merci à vous, Rodolphe Ataï. Au-delà du sentiment anti-français, quelles sont les raisons de ce rejet de la France par les Africains? Alors merci madame. Je pense pour ma part qu'il n'y a pas, comme l'a dit mon confrère, il n'y a pas de sentiment anti-français en Afrique. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que nous en avons marre de la politique française. C'est-à-dire, les peuples africains sont contre la politique française et non contre les Français. On n'a rien contre les Français. Vous voyez comment ils viennent dans nos pays, on cohabite avec eux, on collabore avec eux. Donc, il n'y a pas de sentiment anti-français, mais il y a des sentiments anti-politique française. Alors, les raisons sont légion. Première chose, ils ont été nos maîtres colonisateurs. Et donc, il faut voir l'histoire. Revenir sur le présent, puisque ça n'a pas changé. Il y en a qui pensent que, bon, peut-être cela essaie d'évoluer. Ils ont essayé de muter de politique, mais la politique reste toujours la même. On est exploité économiquement. Bon, peut-être d'autres pays plus que d'autres. Et vous constatez donc que face à une politique qui ne profite, et d'abord je vais qualifier cette politique-là de paternaliste, où on cherche à vous imposer des choses alors qu'entre États, les relations doivent être équitables, égaux, puisqu'il y a le principe de l'égalité souveraine des États, ce qui devrait normalement être la base donc, de toute coopération. Moi, on constate que la politique française est toujours, d'abord, une politique que je vais qualifier de deux poids, deux mesures. Quand il s'agit des Africains, on a toujours tendance à diaboliser, à incriminer, alors que quand il s'agit d'autres pays, on essaie de relativiser. Donc cette politique française à deux poids, deux mesures a fait que les Africains, pour la plupart, la jeunesse surtout, en a marre de cette politique, et c'est ce qui justifie donc ces revendications de base française un peu partout dans les pays. On a vu au Tchad, voilà, un peu partout. Merci. Martial Akwete, pourquoi ce sentiment anti-politique française aujourd'hui, après 60 ans d'indépendance?
où nous avons eu à collaborer avec les Français. On les a intégrés dans notre système. Oui, justement. Vous savez, dans la relation de maître et d'esclave, le maître a beau imposer sa volonté, sa force pendant un bon bout de temps, mais par la suite, l'esclave finit par se révolter. Et c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister en Afrique. On se demande, mais bien, pourquoi maintenant? En fait, ça n'a pas commencé maintenant, hein. Il suffit de jeter un regard, de voir les luttes menées par Thomas Sankara depuis cette époque déjà, et des gens de sa génération qui ont très souvent dénoncé ce néocolonialisme, qui ont dénoncé cette politique paternaliste. Et donc cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais la question est que en cette période, il n'y avait pas encore cette démystification de la France, il n'y avait pas encore cette volonté de pouvoir affronter le maître. L'esclave a toujours en son sein ou a toujours dans sa pensée ce complexe d'infériorité, bien qu'il y avait déjà quelques personnes qui émergeaient. En ce moment, donc, cela ne pouvait pas s'exprimer de la façon la plus virulente comme nous le savons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est produit avec le temps? Avec le temps, le logiciel n'a pas changé et puis tout devient de plus en plus flagrant en ce sens que la politique de 2 poids, 2 mesures est dénoncée de part et d'autre. Nous avons d'autres puissances qui émergent, qui ne sont pas des puissances africaines bien sûr, mais des puissances comme la Russie, la Chine, et qui proposent un nouveau modèle, un modèle dans lequel les Africains seraient considérés comme des partenaires à part entière, et donc seraient considérés normalement comme cela se doit. Et donc à partir de ce moment, les Africains ont désormais une alternative en dehors de l'alternative proposée par la France. Alors pourquoi ne pas définitivement mettre un terme à la relation que nous entretenons avec la France, mettre un terme si cela ne veut pas changer. Et ce qui a favorisé davantage cette révolution, ce que j'appelle révolution, et qu'on observe, c'est le fait que il y a une série de coups d'État marqué par l'arrivée des dirigeants militaires ayant manifesté une sorte de panafricanisme, je dirais même un panafricanisme à la tête de l'État, et puis ça s'est produit au niveau du Mali, du Niger, du Burkina Faso, et puis le contexte international marqué par le conflit en Israël, dans la bande de Gaza plutôt, le conflit en Russie et les différentes positions prises par la France et les autres États comme le Royaume-Uni et les États-Unis ont démontré clairement que ces acteurs ne sont pas assez fiables, en tout cas pour l'instant. Et donc pourquoi ne pas revendiquer, saisir l'opportunité, profiter de la conjoncture et nous libérer. Merci Rodolphe Ataï. Le sentiment antipolitique français, puisque c'est l'expression que nous employons maintenant, inclut-il directement la rupture de la France en Afrique? Bon, je crois que non. Pour ma part, je crois que non. Ce que veut la jeunesse africaine aujourd'hui, ce n'est pas de... Bon, pour ma part, je pense que... D'abord, j'ai l'habitude de dire souvent et assez fréquemment que nous, les Africains, les peuples africains, en tout cas pour la jeunesse à laquelle nous appartenons, nous ne voulons pas tourner dos à la France qui était un maître hier, peut-être continue de rester un maître aujourd'hui, pour se tourner vers un autre maître, comme certains peut-être le pensent, puisque c'est ce que d'ailleurs soutient le Français, les dirigeants français qui pensent que les Africains désormais veulent tourner dos à la France et désormais veulent s'allier à la Russie, donc on veut changer de maître. Alors pour ma part, je suis clair, nous ne voulons pas changer de maître. Ce que nous voulons plutôt, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat dans lequel les pays africains bénéficieront au même titre que tout autre État avec lequel ils vont signer ces partenariats. Deuxième chose, nous voulons le multipartisme. C'est-à-dire, il n'est plus question de dire, voilà, puisque je suis avec vous, vous devez forcément m'écouter. Non, les pays africains doivent être libres de faire leur propre choix en fonction de leurs intérêts, de choisir, de déterminer avec qui correspond donc l'intérêt de leur État, correspond donc en termes de partenariat.
Et si c'est avec la Turquie, nous allons vers la Turquie. Si c'est avec la Chine, nous allons vers la Chine. Si c'est avec la France, et que la France est prête à respecter le partenariat gagnant-gagnant, je crois que le problème est clair, les Africains vont toujours collaborer, mais c'est le fait de vouloir imposer. Je vais vous donner un exemple tout de suite qui montre que nous ne sommes pas en fait contre les Français, je continue de le dire, mais on est contre la politique. Vous voyez ce qui se passe en Syrie. Vous voyez, où la France soutient, le gouvernement soutient la prise des rebelles au pouvoir, le Premier ministre qui demande 5 ans pour faire une période de transition avant d'organiser les élections, pendant le même temps, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, où les chefs d'État qui sont là, les militaires venus au pouvoir, ont demandé d'autres 5 ans pour faire la transition, mais on condamne ceci en estimant qu'il s'agit du despotisme, de la prise de pouvoir par la force, mais pendant le même temps, on voit même le Premier ministre, le gouvernement qui soutient, l'Union européenne qui soutient directement, donc cette prise de pouvoir de l'autre côté. Vous voyez que cette deux poids, deux mesures, ça reste et demeure. Donc sur la base de cela, ce que nous voulons, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Nous ne voulons pas tourner doigt à aucun pays. Les pays africains restent ouverts. Mais nous ne voulons pas des impositions. C'est ça. Alors, Martial Akété, pour rebondir sur la question de la rupture de la France-Afrique à travers cette montée de sentiments antipolitiques français, doit-on alors changer la donne? Oui, il faut changer la donne, bien sûr, et c'est justement ce qui est en train d'être observé. Et avant de continuer sur cette logique, il faut bien dire que les Français sont les bienvenus en Afrique, et puis avec la France, il serait difficile de rompre, effectivement, parce que la France a été constamment présente dans l'histoire des Africains. La France et les pays africains, surtout francophones, partagent une histoire, partagent un certain rapprochement, et donc avoir encore nos systèmes politiques, nos systèmes démocratiques, nos institutions, pour la plupart ont été établis, ont été formés sur la base de l'organisation de la France, et donc il serait difficile de marquer une rupture assez nette comme nous voulons le faire croire, et donc c'est pour cela que on demande juste que la politique soit changée, et à partir du moment où la France serait disposée à employer un nouveau logiciel ou à renouveler le logiciel de coopération avec les pays africains, vous verrez systématiquement que la plupart des pays africains, bien qu'ayant des relations avec la Russie, la Chine et d'autres puissances, auraient à privilégier la France, parce qu'à partir de ce moment, la question de la politique qui ne conviendrait pas aux pays africains ne se pose plus, et puis nous sommes très bien, nous parlons encore, la preuve c'est que nous parlons encore la langue française, même si on a beau reléguer la langue française à une langue de travail un peu partout au Burkina Faso, cela reste quand même présent. Et donc, est-ce qu'il faut changer le logiciel? La réponse, vous la connaissez, c'est oui. Est-ce que ça a déjà commencé? La réponse également, c'est oui. Il y a quand même des efforts qui sont entrepris dans ce sens pour pouvoir changer la donne. Ce que nous attendons maintenant, il ne faudrait pas que ce soit quelques États africains. C'est bien que nous avons besoin des personnes qui puissent porter la vision, mais que ce que nous pouvons espérer, c'est que par la suite, la plupart des États comprennent la nécessité. Et puis cela est en train d'être compris. La relation avec le Togo, la relation entre la France et le Togo n'est plus la même d'il y a 50 ans. La relation entre le Bénin et le Togo n'est plus la même il y a 50 ans, bien sûr. Et nous voyons cela au niveau du Tchad, au niveau même de la Côte d'Ivoire, qui est très souvent accusée d'être une région française en Afrique. Mais toute cette dynamique est en train de changer, et puis ce que nous pouvons attendre, c'est que cette dynamique puisse prendre davantage de l'ampleur et que cela puisse gagner complètement l'Afrique, toute l'Afrique. Et puis cela est très bien possible étant donné que la conjoncture est plus que jamais importante et favorable à ce genre de changement. Alors, Rodolphe, pour en arriver au second sujet qui nous réunit, est-ce que l'UEMOA survivra à ce nouveau paradigme? Bon, l'UEMOA, que ce soit l'UEMOA ou la CEDEAO,
si elle survivra à ce nouveau paradigme, je dirais, ma réponse serait un peu mitigée. Vous savez, il n'est plus aujourd'hui un secret pour personne que les États du Sahel, de l'AES, ont quitté la CEDEAO. Ils sont partis, n'est-ce pas? Ils sont partis et ils l'ont dit, ils sont définitivement partis. Les raisons, nous la connaissons tous. En tout cas, du moins ce qui a été exprimé officiellement, tout le monde connaît la raison. La problématique soulevée, c'est l'impossibilité ou l'incapacité de la CEDEAO, puisque je parle plus de la CEDEAO parce que c'est une institution politique, l'UEMOA n'est qu'une institution beaucoup plus économique. Donc, à lutter efficacement, à aider ces pays à lutter efficacement contre le terrorisme, donc l'insécurité, raison qui justifie la prise de pouvoir par ces chefs d'État dans ces pays. L'institution, si elle va survivre, bon, vous savez, de 15 membres, on est parti à combien maintenant? Donc, on va soustraire 3. On en reste 12, n'est-ce pas? Alors, vous savez, j'ai lu récemment, j'espère ne pas précéder ou ne pas vite précipiter le second thème, que le Togo a envie d'adhérer à l'AES. Il m'est arrivé de dire que les pays de la CEDEAO peuvent voir en l'avènement de l'AES une opportunité plutôt que de voir une conséquence négative. Je vais la développer plus tard. D'accord. Et c'est bien faire de le dire ainsi. Mesdames et messieurs, le Togo n'exclut pas de rejoindre l'Alliance des États du Sahel, a fait savoir le ministre des Affaires étrangères togolais à l'occasion d'un entretien le 15 janvier 2025. Une décision du président de la République, a-t-il précisé. Alors, Martial, à côté, les Togolais sont favorables à une adhésion à l'AES selon Robert Dussert. Oui, c'est justement ce qu'il a affirmé, et puis on ne saurait dire que c'est une déclaration du président. Il a même bien précisé que c'est au président d'en décider par la suite. Je pense que si le ministre des Affaires étrangères en parle sur une scène de télévision ou pendant une interview, c'est certainement parce que la chose est déjà pensée au niveau, au sommet de l'État, je veux dire, et on se demande si cette démarche serait bénéfique pour le Togo. Eh bien, la réponse est oui, parce que il faut faire, permettez-moi de faire d'abord une clarification. Il y a l'Alliance des États du Sahel qui est une organisation de défense collective qui est née dans un contexte très bien précis où le Niger pourrait subir une probable agression venant de la part de la CEDEAO. Et puis par la suite, il y a eu cette évolution qui a permis de créer la Confédération des États du Sahel. Et donc l'alliance, elle est militaire, mais la Confédération des États du Sahel est un cadre d'intégration. Et puis quand nous suivons le ministre des Affaires étrangères togolais, nous pensons davantage au fait qu'il pense que le Togo pourrait faire partie de cette confédération, de ce cadre d'intégration. Bien sûr qu'il n'est pas exclu que le Togo fasse partie par la suite de l'AES, même en tant qu'alliance de défense collective, parce que le Togo subit de plus en plus les attaques terroristes également. Et maintenant, le Togo a tout y à y gagner quand nous considérons le comportement du Togo depuis cette crise des coups d'État en Afrique. Le Togo n'a pas appliqué les sanctions. Le Togo a servi de médiateur ou sert toujours de médiateur entre la CEDEAO et les États de l'Alliance du Sahel. Et puis, en dehors de cela, il y a l'aspect économique qu'il ne faut pas isoler parce que les trois pays dont nous parlons sont des pays enclavés, étant donné que la relation avec le Bénin est toujours tendu, bien qu'il y a le processus en cours pour régulariser la situation. Les marchandises du Niger notamment ne prennent pas par le port du Bénin pour l'instant, et puis c'est le Togo, dans le cadre d'un accord douanier, dans le cadre d'un accord d'exportation des marchandises du Niger, prend en charge cette partie économique, cette charge économique, et réalise énormément d'avantages de gains économiques.
Et alors tout cela permet au Togo de pouvoir faire partie de l'AES, de pouvoir faire partie de la Confédération des États du Sahel, du point de vue géopolitique. Maintenant, du point de vue du droit, il faut dire que rien n'empêche le Togo, parce qu'il n'est pas dit dans l'AES que pour être membre, il faut obligatoirement marquer la rupture avec la CEDEAO. Et puis, comme on le sait, il y a plein d'États qui se retrouvent dans les mêmes institutions. Le Bénin est membre de l'Union africaine, le Bénin est membre de l'UEMOA, le Bénin est membre de la CEDEAO. Et pourquoi pas pour le Togo d'être membre de l'AES, en plus d'être membre de toutes ces organisations. Alors, techniquement, sur le plan du droit, sur le plan géopolitique, le Togo a tout y gagné. Merci Rodolphe Ataï. L'adhésion à l'AES serait-elle incompatible avec les engagements du Togo envers la CEDEAO? Bon, je pense que d'abord non. Maintenant, pourquoi? Il faut d'abord retenir que la volonté, les États sont libres. Les États sont libres et la limite à leur souveraineté, à cette liberté, n'est rien d'autre que les engagements internationaux que les États ont eux-mêmes ratifiés, donc ont eux-mêmes donc pris. Si le Togo peut adhérer à l'AES, la réponse elle est évidente, elle est oui. Le Togo peut adhérer à l'AES. Maintenant, pourquoi, comme l'a dit mon confrère, les raisons économiques, puisque aujourd'hui le Togo c'est donc de transit pour les produits de tout genre vers les pays de l'AES, ce qui constitue un bénéfice économique important pour le Togo. Donc, le Togo, oui, peut, sur ce point-là, intégrer l'AES. Maintenant, moi, c'est là ma position un peu radicale. Je pense plutôt que les États de l'AES devaient se méfier du Togo. Et pourquoi? La raison, elle est simple. N'oubliez pas que dans la CEDEAO, les pays qui font partie, ou le pays, si je peux le dire, qui font partie des États qui nous ont poussés, c'est-à-dire qui ont poussé les circonstances à aller vers là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire l'avènement des coups d'État dans ces pays du Sahel, le Togo en fait partie. En tout cas, pour avoir suivi l'histoire, le Togo en fait partie, puisque le but, c'était de la limitation des mandats. Nous voulons limiter les mandats constitutionnels dans la CEDEAO pour que désormais les mandats soient de 2 ans, non renouvelables, quel que soit le pays. Mais pour pouvoir ratifier, le Togo s'y est opposé, puisque vous connaissez la situation du Togo, pour ne pas incriminer la situation. Mais le Togo s'y est opposé, et ce qui nous a conduit évidemment à l'impossibilité, puisque les décisions se prennent donc de commun accord, ce qui a fait que cette décision n'a pas pu, donc on ne peut pas prendre cette décision. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, si le Togo est en train de faire les yeux doux à l'AES, moi je les invite à se méfier, puisque dans la dynamisme de l'AES, permettez-moi de le dire, dans la dynamisme de l'AES, il n'est mentionné nulle part que ce sont les militaires qui resteront au pouvoir de façon indéterminée. Non, il est clairement affiché que dès que la problématique sera résolue, les militaires vont quitter, organiser les élections, les civils prendront le pouvoir, juste qu'on veut rester dans une certaine dynamisme. Et donc pour pouvoir rester dans cette dynamisme, on a besoin des gens qui ont la volonté de suivre l'objectif qui est mis en place aujourd'hui. Et c'est là, je pense que les pays africains, pour la plupart, en tout cas les pays de l'Afrique de l'Ouest, doivent tous adhérer à l'Alliance, puisque même le Togo subit des attaques terroristes. Presque tous les États de l'Afrique de l'Ouest subissent les attaques terroristes. Donc tous les pays peuvent adhérer à l'AES, donc à l'Alliance, puisque l'Alliance a d'abord un objectif militaire, mais reste à savoir s'ils veulent adhérer forcément à la Confédération. Alors, s'il faut en dissocier, bien sûr, l'Alliance de la Confédération. La deuxième chose, si la CEDEAO n'a affiché nulle part ou affirmé nulle part l'interdiction à des États, donc aux États qui en sont membres, d'adhérer à d'autres organisations. Donc, de ce pas, le Togo a la liberté et peut adhérer, mais je pense que les États de l'AES doivent se méfier du Togo. Merci à vous. Pour finir, en quelques mots, Martial Akwete, doit-on craindre la dislocation de la CEDEAO? Vous savez, permettez-moi de prendre un peu le contre-pied de mon confrère avant de revenir sur cette question très rapidement. Moi, je pense que
le Togo n'est pas responsable de la situation qui a conduit à ce que nous avons pu observer dans les États du Sahel, parce que le Togo n'en est techniquement pour rien, même si le régime togolais a eu du mal à connaître de l'alternance pendant une vingtaine d'années. Je veux parler du fils, bien avant le père. Le Togo garde quand même une certaine bonne relation avec ces États du Sahel et entretient un partenariat stratégique en termes de sécurité. Et donc aujourd'hui, on ne saurait dire que le Togo va à l'encontre de ses principaux, à l'encontre de ses États. Les sanctions, nous les avons tous décriées ici. Le Bénin a appliqué les sanctions, la fermeture des frontières. Mais qu'est-ce qu'on a constaté au niveau du Togo? Rien du tout. Alors que le Togo avait cette possibilité de le faire. Maintenant, est-ce qu'il faut craindre une dislocation de la CEDEAO? Je dirais que à la base de la CEDEAO, les pères fondateurs, il faut remarquer qu'il y avait le président Eyadema, qui a rencontré son homologue du Nigeria, Yakubu Gowon, pour porter la vision de la CEDEAO. Et donc, si à partir d'un moment, le Togo doit faire partie de la Confédération des États du Sahel, et pour cela, le Togo décide de se retirer de la CEDEAO, ça devient quelque chose d'assez clivant pour la CEDEAO, parce qu'en ce moment, on dirait que les personnes porteurs ou les États porteurs de la vision de la CEDEAO ont commencé à se désister. Que devrait-il rester de la CEDEAO, alors qu'aujourd'hui, il y a la possibilité que le Togo puisse faire partie de la CEDEAO et en même temps de l'AES. En ce moment même, le Togo servirait de canal de communication entre ces deux parties-là, l'AES, la Confédération plutôt, et la CEDEAO. Est-ce qu'il faut craindre encore le fait que la CEDEAO soit disloquée? Mais ça a déjà commencé, mais ce qu'on espère, c'est que les États ne se déplacent pas eux-mêmes, les territoires sont toujours les mêmes, et puis chacun de ces États vont être amenés à collaborer les uns avec les autres, malgré les difficultés. Je pense que la CEDEAO va supporter cette période qu'elle traverse, et puis les choses vont se normaliser par la suite. Et c'est sur ces mots que nous mettons fin à ces échanges des 26 minutes en Afrique et dans le monde. Nous avons pu explorer la montée du sentiment anti-français, que les invités préfèrent préciser en tant que sentiment anti-politique française, puisque la relation France-Afrique, elle existe toujours. Nous avons également abordé la question de l'adhésion du Togo à l'AES. Doit-on craindre une dislocation de la CEDEAO? La question reste mitigée. Merci de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour notre numéro des 26 minutes en Afrique et dans le monde.